Ce soir à Paris, le milliardaire Étienne Hale sort d'un ascenseur privé et tombe dans un cauchemar. Ses jumeaux âgés d'1 an et la nouvelle nounou Maya sont retrouvés ligotés dans la salle de jeu. Pas de serrure forcée, pas d'empreinte, seulement des questions et une ville prête à juger. Alors que les rumeurs explosent, un ancien conseiller de famille arrive avec des dossiers volés et un prix pour acheter le silence d'Étienne. Puis les bébés font une forte fièvre et la femme que tout le monde soupçonne est la seule à rester. Étienne va-t-il acheter un mensonge ou détruire son propre empire pour dire la vérité? Ce qui commence avec des cordes pourrait se terminer par des vœux. Étienne Hale sortit de l'ascenseur privé, son téléphone encore à la main, faisant défiler une série de messages de son assistant à propos d'un vote du Conseil qu'il venait de remporter à Lyon. Les mots sur l'écran se brouillèrent lorsqu'un son étranglé faible mais dissonant résonna dans le couloir. Ce n'était pas fort mais faux comme une corde pincée de travers, et cela le fit s'arrêter net. Olivier aplatit sa voix incertaine, déjà incrédule quant à la réponse qu'il pourrait recevoir. Aucune réponse. Il ouvrit la porte de la chambre des enfants, puis la cuisine, mais le cri retentit à nouveau, plus proche, plus aigu depuis la salle de jeu au bout du couloir. Il força la porte, et la vision à l'intérieur coupa le monde en deux. L'ours en peluche d'Olivier gisait face contre terre à côté d'une pile de cubes renversés. Du ruban adhésif brillait en argent autour de 2 petits poignets et de 2 petites chevilles. Le visage d'Ava couvert de larmes tremblait dans des sanglots étouffés. Son frère épuisé ne produisait plus qu'un hoquet silencieux. Et contre le mur du fond, Maya, la nouvelle nounou qu'il avait engagée 2 semaines plus tôt via une agence agréée de confiance, était attachée à une chaise bâillonnée, ses yeux clairs humides et furieux au-dessus du tissu. Pendant une seconde, Étienne ne bougea pas. Puis son téléphone lui échappa des mains et il se jeta en avant, les mots jaillissant comme un réflexe. « Je suis là, je suis là ». Il arracha le ruban d'Olivier, d'abord ses propres mains, tremblant si fort que le bord du ruban entailla sa paume. « Ça va, mon grand. »« Papa est là », murmura-t-il en serrant le garçon contre lui, tandis qu'Eva se débattait encore contre ses liens. « Maya, tiens bon. »« Je vais t'aider », dit-il d'une voix rauque, se tournant vers la jeune femme attachée. Elle marmonna quelque chose derrière le bâillon, les yeux fixés au sien, comme pour s'ancrer. La vue de ses poignets rouges marqués par la lutte déclencha en lui une colère si vive qu'il en sentit le goût métallique dans sa bouche. Avec un coupe-papier pris sur le bureau, il trancha le ruban d'Ava, puis atteignit Maya. Le bâillon tomba et elle inspira en toussant. Elle essaya de parler, mais sa voix se brisa en silence. Il lui serra l'épaule pour la stabiliser. « Qui est venu ici ?» demanda-t-il. Mais elle secoua violemment la tête, les yeux fuyants vers les jumeaux, comme si la réponse constituait encore une menace présente dans la pièce. Étienne reprit son téléphone, son pouce glissant sur l'écran fêlé, composant le 17 avec les mêmes mains qui signaient, quelques instants plus tôt, des contrats de plusieurs milliards. « Il y a eu une intrusion », dit-il, la voix hachée et tremblante. « Mes enfants, mon employé. » Il s'arrêta, car l'opérateur lui demandait des suspects des armes, et il n'avait rien à fournir. Les minutes s'étirèrent, en un temps distordu, jusqu'à l'arrivée des premiers policiers en uniforme, leurs radios crachant des codes, leurs gants en latex claquant. Ils fouillèrent les pièces, ouvrirent des placards, prirent des photos du ruban encore au sol, mais leur visage affichait une confusion polie. Pas de serrure forcée, pas de fenêtre fracturée. Les caméras de surveillance de l'immeuble montraient seulement une boucle statique. Un officier demanda à Étienne si quelqu'un d'autre avait une clé. Un autre guida doucement Maya vers une chaise, lui parlant avec ce ton bas et rodé, réservé aux victimes. Mais déjà, le sous-texte flottait en filigrane. Pourquoi aucune trace d'effraction?
Pourquoi, vous pourquoi? Maintenant, Étienne s'accroupit près d'Olivier et d'Eva sur le canapé, tentant d'apaiser leur respiration, avec le rythme de sa main dans leur dos. Sa chemise impeccable, 1 heure plus tôt, était maintenant froissée et mouillée de leurs larmes. Sa cravate desserrait une marque rouge, gonflant dans sa paume à cause du ruban. « On va trouver une explication », murmura-t-il plus pour lui-même que pour eux. Maya était assise en face, frottant ses poignets en silence. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, il n'y avait pas de gratitude, seulement une fatigue profonde, mêlée de défis qu'il ne parvenait pas encore à déchiffrer. Pendant que les agents travaillaient, le téléphone d'Étienne se mit à vibrer sur la table basse. Il l'ignora d'abord, mais l'insistance du bruit l'obligea à regarder. Le nom, B. Moreau, clignotait dans une notification sa dernière publication. Il cliqua sans réfléchir. Une photo granuleuse de la façade de l'immeuble prise depuis la rue légendée. Quelque chose d'étrange se passe au duplex Hale. Des sources affirment que la police a été appelée pour une urgence familiale. Les commentaires s'accumulaient déjà, spéculations, jalousie, moquerie. Une autre notification, surgit son directeur de communication qui écrivait « Que se passe-t-il » Étienne sentit une nausée plus profonde que la colère. L'histoire lui échappait déjà, devenant quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Étienne leva les yeux vers l'officier le plus proche. « S'il vous plaît, gardez cela contenu, » dit-il doucement. L'homme acquiesça, mais ne promit rien. De l'autre côté de la pièce, le téléphone de Maya vibra également, mais elle l'ignora fixant le sol, comme si elle se préparait à encaisser un choc. Étienne voulut lui demander ce qu'elle avait vu, qui avait fait cela, mais les mots restèrent coincés. C'était trop tôt, et les enfants tremblaient encore. En fin d'après-midi, le duplex s'était transformé en labyrinthe d'uniformes de sacs de scellés et de questions polies, mais sceptiques. Étienne appela Isabelle Ray, sa plus vieille amie, ne laissant sur sa messagerie qu'un souffle haché. Il rappela et la joignit enfin. Sa voix froide mais tendue d'inquiétude lui lança Étienne. « Tu dois contrôler le récit, sinon d'autres le feront. » Il ferma les yeux en l'écoutant donner des instructions. « Appelle cet avocat, publie un communiqué provisoire. » Mais tout ce qu'il voyait encore, c'étaient les poignets de Maya et les grands yeux effrayés d'Ava. « Pas maintenant, dit-il finalement avant de raccrocher. Il traversa la pièce pour rejoindre Maya. « Dis-moi si tu te souviens de quelque chose, » dit-il doucement. « N'importe quoi. » Elle releva la tête, les yeux plissés. « Je me souviens avoir fait mon travail, » répondit-elle d'une voix basse, « leur avoir donné à déjeuner, les avoir couchés pour la sieste. » Puis elle s'interrompit, ses lèvres se serrant jusqu'à blanchir. Et ensuite, plus rien, le noir. Sa réponse ne livrait rien d'autre que du silence, et pourtant un ton si particulier fit se nouer l'estomac d'Étienne. Il voulait la croire. Il en avait besoin. Mais il sentit aussi la première piqûre du doute rampante, alimentée par les titres de presse. À la tombée de la nuit, la police avait rangé son matériel, laissant la famille dans un duplex qui sentait légèrement le latex et les questions. Aucune arrestation, aucun suspect, seulement un arrière-goût de peur suspendu dans l'air. Étienne porta lui-même Olivier et Ava jusqu'à leur berceau, ses bras raides d'avoir trop serré les enfants. Maya le suivit jusqu'à la porte de la chambre sans entrer. Elle resta les bras croisés, observant tandis qu'ils couchaient les jumeaux, ajustaient leur couverture, lissaient leurs cheveux. Quand il se retourna, son visage était impénétrable. « Je veillerai sur eux, » dit-elle doucement. « Vous devriez vous reposer. » Il eut presque un rire amer devant l'absurdité de l'offre. « Me reposer. » Mais il hocha seulement la tête. En bas, son téléphone vibra encore. Un nouveau poste de B. Moreau, le titre bourdonnant comme un frelon dans l'ombre. Étienne s'assit au bord du canapé, chemise en lambeaux, regard fixé sur le babyphone,
où 2 petites poitrines se soulevaient et s'abaissaient. Dehors, la ville continuait. Dedans, il essayait de recoudre la journée en quelque chose de cohérent, mais ne trouvait que des fils effilochés. Le lendemain matin, les enquêteurs revinrent avec des listes mises à jour, mais sans conviction nouvelle. Ils parcoururent le Penthouse comme un musée de l'absence. Aucune empreinte déplacée, aucune éraflure sur les serrures, aucun signe d'effraction, aucune anomalie dans le système de sécurité de l'immeuble. Les caméras du couloir s'étaient révélées en boucle pendant la fenêtre de l'incident, et le disque dur contenant les enregistrements originaux avait été remplacé probablement plusieurs jours auparavant. Même cette piste s'était refroidie. « Cet endroit est trop parfait », grommela un inspecteur à son collègue sans même baisser la voix. « Trop propre. » Étienne, qui avait à peine dormi, se tenait dans l'embrasure de son bureau, les bras croisés, entendant chaque mot. Ce n'était pas seulement une effraction sans trace. C'était une accusation sans nom. Maya n'avait pas quitté la chambre d'amis, sauf pour vérifier les jumeaux. Chaque fois, sa posture restait droite, ses gestes maîtrisés, sa voix discrète mais professionnelle. Il ne savait pas si c'était de la culpabilité, un traumatisme ou une résilience brute. Mais son silence, trop composé pour être apeuré, l'inquiétait. Elle n'avait pas pleuré, pas une fois. Cela ne devait rien signifier, et pourtant les enquêteurs semblaient y voir un indice. Étienne n'entendit pas l'ascenseur sonner, mais la voix qui suivit lui serra l'estomac. « Tu as toujours eu le goût du drame », lança Romain Mercier en entrant dans la cuisine, comme si elle lui appartenait encore. Son costume était taillé à l'excès, son sourire aussi mince qu'une lame. Mercier avait travaillé plus de 10 ans avec le père d'Étienne comme stratège de la famille Hale, à l'époque où les scandales se géraient autour d'un whisky dans un club privé et où les fuites en conseil d'administration s'étouffaient à coups d'argent. Étienne avait rompu les liens après avoir hérité de l'entreprise, mais Romain trouvait toujours le moyen de réapparaître lorsque les eaux devenaient troubles. « Pas de salutation », demanda-t-il en attrapant un verre dans le placard, comme s'il était encore chez lui. « Même pas un content de me voir. » Étienne ne répondit pas, la mâchoire crispée. Le regard de Romain glissa vers le couloir. « J'ai croisé la nounou en entrant, » dit-il d'un ton léger. Plutôt posé. « Mais tu ne la connais pas vraiment, n'est-ce pas? »« Pas vraiment. » Étienne resta immobile. Ryan s'appuya sur le plan de travail en jetant un coup d'œil aux notes d'enquête laissées ouvertes. Elle est arrivée en avance ce jour-là, non. Elle s'est présentée avant son service un peu audacieux et elle connaissait déjà la routine des enfants par cœur. Sa voix paraissait détachée, mais ses mots tombaient comme du poison. Je la surveillerai moi, à votre place. 20 minutes plus tard, Isabelle arriva sans prévenir, mais pas sans invitation. Elle portait un manteau noir et aucun maquillage, ses cheveux blonds tressés en une natte qui signalait la guerre, pas la consolation. Elle jeta à peine un regard à Ryan en passant devant lui et se dirigea droit vers Étienne. « Tu dois arrêter ça maintenant. » Il se frotta les yeux. « Il n'y a encore rien à arrêter. » Elle claqua des doigts. « Cette phrase-là, c'est ton problème. Tu n'as pas besoin de faits pour combattre une histoire. Tu as besoin de contrôle. Et en ce moment, c'est Bee qui écrit ton récit pour toi. » Étienne expira lentement, la tension lui griffant les tempes. On ne sait pas qui a fait ça. Les yeux d'Isabelle se durcirent. Exactement. Ce qui veut dire que la première personne que tout le monde va accuser, c'est celle qui n'a pas sa place dans leur version de cette maison. La nouvelle. La femme. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir où Maya avait disparu. Ne sois pas naïf, Étienne. Cette histoire ne porte pas sur ce qui s'est passé. Elle porte sur qui les gens veulent la croire coupable. Il savait qu'elle avait raison. Il savait aussi qu'au moment où il commencerait à défendre Maya publiquement, cela serait vu comme du favoritisme ou une couverture, voire pire. Dehors,
B. Moreau en était déjà à son deuxième poste. Le premier avait été vague. Quelque chose d'étrange se passe dans l'appartement d'Étienne, mais maintenant, elle avait des crocs. Des sources proches du foyer confirment une urgence domestique impliquant une nourrice et les jumeaux héritiers. Aucune arrestation, aucun suspect nommé, mais des questions fusent. La photo accompagnant le poste avait été prise à distance au téléobjectif, montrant Étienne dans le hall avec un bébé dans les bras et la police derrière lui. Les commentaires étaient un nid de vipères. Surveillez le personnel. Voilà ce qui arrive quand les milliardaires embauchent des inconnus. Qu'a-t-elle fait à ces bébés? Étienne lut jusqu'à ce que ses mains tremblent et lança son téléphone sur le comptoir. Ryan esquissa un sourire. Bee est une sale, mais elle est douée. Elle sent le sang comme un requin. Étienne lui lança un regard noir. Sors d'ici. Ryan leva les mains. Je dis juste que tu peux soit flotter dans les ragots, soit les modeler. Et en ce moment, tu fais du surplace. Isabelle se plaça entre eux. Ce n'est pas une stratégie, Ryan. C'est une famille. 2 bébés ont été ligotés dans leur propre maison. La voix de Ryan baissa. Justement, ce qui veut dire que quelqu'un dans cette maison l'a fait. Dans la chambre d'amis, Maya était assise seule, les mains croisées, la mâchoire serrée. Elle entendait le rythme étouffé des voix derrière les murs, mais n'avait pas besoin d'en comprendre les mots pour savoir. Elle connaissait déjà le scénario. Elle était devenue le point d'interrogation de l'histoire de quelqu'un d'autre. Quand Isabelle finit par venir la voir, elle frappa une fois et entra. Maya ne leva pas les yeux. « Je ne vais pas dire que ça va », dit-elle d'un ton plat. Isabelle s'assit en face d'elle. « Je ne te croirais pas si tu le faisais. » Un silence s'installa entre elles tendu, mais pas hostile. « Ils pensent que j'y suis pour quelque chose », dit Maya. « Certains, oui », répondit honnêtement Isabelle. « Mais pas Étienne. » Les yeux de Maya se relevèrent. « Pas encore. » Isabelle hésita. Il est juste dépassé. Le rire de Maya fut amer et bref. Ils le sont toujours jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Isabelle se pencha. « Alors, aide-moi à faire en sorte que ça n'arrive pas. » Maya la regarda longtemps puis dit « Dis-moi ce qu'ils disent là-bas. » Isabelle ne mit pas de gants. Quand elle eut fini, Maya se contenta de répondre. « Alors, ils ont déjà décidé qui je suis. » Et Isabelle lasse murmura. « Certains ne t'ont jamais demandé. » Le soir venu, l'enquête s'était officiellement enlisée. Aucun indice, aucun suspect, aucune confession, juste un brouillard grandissant de spéculations alimentées par des légendes acérées et des chuchotements de machines à café. Le 3e poste de Bee avait fait un carton avec des emojis feu et plus de 10 000 likes. Étienne avait désactivé toutes ses notifications, mais le silence qui suivit était pire. Isabelle travaillait tard au bureau, coordonnant la gestion de crise avec une équipe de consultants. Ryan avait disparu heureusement, mais les graines qu'il avait semées continuaient à germer dans l'esprit des gens, qu'Étienne croyait fiables. Maya ne demandait pas de nouvelles. Elle nourrissait les jumeaux, les baignait et les habillait pour la nuit, se déplaçant comme une ombre qui refusait de se briser. À un moment, Étienne passa devant elle dans le couloir. Elle ne parla pas lui non plus, mais leurs regards se croisèrent un instant, et dans ce silence chargé se logeait un terrible savoir partagé. Elle était surveillée, et lui aussi, sans que ni l'un ni l'autre ne sache par qui. Dehors, les légendes de Bee se faisaient plus acérées, et des inconnus dans les commentaires décidaient de qui était Maya. Maya n'hésita pas quand Étienne finit par lui demander. Pas de la manière dont il s'y attendait. Il n'y avait ni énergie défensive, ni voix brisée, ni larmes utilisées comme une arme de compassion. Elle s'assit simplement sur le bord du canapé, entrelaça ses doigts sur ses genoux et lui dit la vérité. Caleb était ingénieur système, dit-elle d'une voix ferme. Brillant, peut-être trop confiant.
Il avait conçu un algorithme de routage prédictif qui pouvait réduire les coûts de carburant de 18% pour les transporteurs de fret de taille moyenne. Lui et ses deux associés avaient un contrat en préparation avec Apex Fret. Puis Hale Logistique est intervenu. La poitrine d'Étienne se serra, mais il ne l'interrompit pas. « Vous avez sous-enchéri, racheté Apex, absorbé la technologie, démantelé le prototype. » Les garçons ont perdu leur financement. Caleb a essayé de reconstruire seul, mais les investisseurs le considéraient comme contaminé. Il a sombré, et puis... Elle fit une pause, ses paupières battant lentement, non pas par hésitation, mais par maîtrise. Il est parti, il y a 1 an. Plus de nouvelles depuis. Étienne ne sut quoi dire. Son mari avait disparu, ruiné par l'une des innombrables acquisitions de Hale. « Je ne suis pas venu ici pour me venger », ajouta Maya. « Je suis venu pour travailler pour un toit, pour de quoi manger. Je ne savais pas que c'était ta maison avant que l'agence ne m'envoie l'adresse par SMS. » Sa voix ne se brisa jamais. Pas une seule fois. Étienne resta debout en silence, la confession s'infiltrant dans ses os, comme une pluie glacée. Il sentait sa boussole morale tourner follement, un réflexe lui soufflant de nier, de compartimenter, d'affirmer qu'il n'avait pas été personnellement impliqué. Mais il connaissait le jeu. Son père l'avait joué. Lui, il l'avait perfectionné. Gagner reposait sur le rapport de force et le timing, pas sur l'équité. Et maintenant, une femme dont la vie avait été brisée par ses victoires en salle de conseil nourrissait ses enfants et était susurrée comme une menace. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» demanda-t-il enfin. La réponse de Maya fut simple, parce que ça n'aurait rien changé. Elle se leva, droite fière. « Les gens comme toi ne voient pas les gens comme moi tant que nous ne posons pas problème. » Et j'avais plus besoin de mon salaire que d'être entendu. Avant qu'Étienne ne puisse répondre, l'ascenseur sonna de nouveau. Un frisson le traversa. Personne d'autre n'était censé monter. Quand la porte s'ouvrit, Romain Mercier en sortit avec une chemise cartonnée à la main et l'air satisfait de quelqu'un qui avait écouté chaque mot derrière le mur. « Je me doutais que la vérité finirait par sortir, » dit-il en agitant le dossier comme un trophée, mais j'ai apporté quelque chose de mon cru, au cas où. La chemise s'écrasa sur la table dans un bruit mat, et Étienne l'ouvrit lentement, presque à contre-cœur, comme s'il savait déjà ce qu'il allait y trouver. À l'intérieur des emails imprimés, des notes internes, des diapositives, d'un pitch stratégique, tous marqués confidentiels en filigrane pâlie. Mercier en sortit une feuille, tapotant une ligne spécifique du doigt. Celle-là est ma préférée absorption intentionnelle de pays à haut risque pour freiner l'innovation. C'est du jargon corporate pour exactement ce que Maya vient de décrire. L'estomac d'Étienne se noua. « Où diable as-tu trouvé ça? » Ryan haussa les épaules, trop satisfait de lui. « Appelle ça un geste professionnel. Disons que tout le monde dans ta boîte n'est pas aussi loyal que tu le penses. » Certains croient à l'idée d'une police d'assurance. Il sortit autre chose du dossier. Un long objet argenté et fin, un coupe-papier qu'Étienne avait reçu autrefois en cadeau de son père. Il était sur ton bureau le jour où les fichiers ont disparu. Quelqu'un a forcé le tiroir. Il le tenait entre 2 doigts, comme une pièce à conviction. On dirait que quelqu'un savait exactement où chercher. Étienne fixa le coupe-papier, l'élégance absurde de l'objet, la lame polie reflétant la lumière comme un jugement. « Il ne s'agit pas de protéger l'entreprise, » dit-il d'une voix basse. « C'est du chantage. » Mercier sourit, presque tendrement. « Oh, Étienne, non. C'est de la survie. » Il s'avança baissant le ton. Tu crois que ce petit scandale se termine avec toi en train de défendre Maya sur Instagram? Pas du tout. Tu es assis sur une décharge de péché discret. Des acquisitions qui ont vidé des startups entières, des NDA payés pour faire taire des lanceurs d'alerte, des plaintes du personnel disparu en arbitrage. Tu n'as pas besoin d'être un monstre pour que ce soit vrai.
Il suffit que tu n'aies pas regardé d'assez près. Et moi, j'ai regardé. Il tapa de nouveau sur le dossier. Voilà le choix. Tu gardes le silence. Tu me paies ce que je demande, ou je fuis tout ça vers chaque rédaction de Paris. Étienne ne répondit pas. Son cœur battait si fort qu'il n'entendait presque plus Mercier. Maya observait en silence depuis l'autre côté de la pièce immobile muette, mais ses yeux lui disaient tout. Elle n'était pas surprise par tout cela. Mercier se dirigea vers la porte avec une aisance nonchalante. « Je reviendrai demain à midi. J'attends ta décision. » Il partit sans un mot de plus. Étienne s'assit lourdement, fixant le dossier ouvert les mensonges qui n'en étaient pas, et le coupe-papier qui avait jadis ouvert les lettres de son père, maintenant dressé comme une arme entre ce qu'il était et ce qu'il pourrait devenir. Le reste de la journée passa dans une tension suspendue. Étienne passa des coups de fil, sans qu'aucun n'apporte de solution. Les avocats lui conseillèrent de temporiser. Son directeur financier recommanda la maîtrise. Son responsable de la conformité voulait des noms et du silence. Personne ne voulait la vérité. Ils voulèrent des apparences gérables. Étienne ne cessait de rejouer en boucle les paroles de Maya, le sourire suffisant de Romain et son propre reflet figé dans la brochure institutionnelle de Hale Logistique qui brillait comme une affiche de campagne. Le fil de baie. Moreau était resté silencieux pendant des heures, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Elle observait. Elle attendait à un poste de l'enterrer définitivement. Cette nuit-là, tandis qu'Olivier dormait les bras écartés et qu'Eva serrait sa tétine comme une ancre, Étienne trouva Maya dans la buanderie, pliant les bodies avec une précision militaire. « Je dois réparer ça, dit-il. » Elle leva les yeux vers lui, lentement. « On ne peut pas détruire la vie des gens, puis la recoller, monsieur Hale. » Il hocha la tête. « Mais je peux arrêter d'en détruire d'autres. » Elle le fixa longtemps d'un regard illisible, puis plia le dernier vêtement. « On verra. » Il n'attendait pas de pardon, mais quelque chose dans ses yeux s'était adouci. Une fissure. Pas du pardon, mais peut-être la permission d'essayer. Plus tard, seul dans son bureau, il rouvrit le dossier et lut chaque mot. Les rapports étaient accablants, détaillés, indéniables. Il se souvenait avoir validé certaines acquisitions sans même lire les propositions en entier, convaincu que si les chiffres étaient bons, le reste importait peu. Maintenant, chaque chiffre avait un nom, un visage, une entreprise dans laquelle quelqu'un avait cru. Il passa son doigt le long du coupe-papier toujours posé sur le bureau. C'était froid lourd. Il le prit, contempla son reflet sur la lame polie, puis le reposa avec précaution, comme si l'objet pouvait exploser s'il le manipulait mal. Il ne savait pas encore quelle était la bonne décision, seulement que le silence ferait de lui un complice, et que si l'histoire de Maya était vraie, d'autres suivraient. D'autres devaient exister, et peut-être qu'ils n'étaient pas tous aussi dignes et maîtrisés qu'elle. Certains devaient être assez en colère pour tout faire exploser. Étienne s'adossa à son fauteuil et regarda la ville. Sa ville pour l'instant. Mais elle n'avait jamais paru aussi lointaine, jamais aussi imméritée. L'espace d'une seconde, il se vit dans la grille de bidens éclatantes, mâchoires serrées, et se demanda quand gagner avait commencé à signifier oublier qui pouvait se permettre de perdre. Tout commença juste après minuit. La respiration d'Olivier devint superficielle, puis rapide sa peau brûlante sous la paume d'Étienne lorsqu'il le souleva du berceau. D'abord, il crut à une exagération de parents, ces moments où la panique s'infiltre sous la peau. Mais le thermomètre affichait 31,5. Et comme par cruauté synchronisée, Eva commença à s'agiter dans son sommeil, les joues rouges et humides de sueur. Étienne appela la ligne pédiatrique. Il suivit les instructions décrivant les symptômes en attendant que le médecin de garde confirme ce qu'il savait déjà. Fièvre virale. Surveiller les chiffres, les hydrater, Doliprane toutes les 4 heures.
Mais il n'existait aucun manuel pour la terreur de voir ses enfants lutter pour respirer. Étienne essaya de porter Olivier tout en lui lisant une histoire, mais le petit ne faisait que gémir la tête ballante. Dans l'autre chambre, les cris d'Eva s'aiguisaient. C'est alors que Maya apparut pieds nus calme un linge froid déjà dans la main. « Donnez-le-moi, dit-elle. » Étienne hésita une seconde, mais quelque chose dans sa voix l'obligea à obéir. Elle berça Olivier et se mit à fredonner une mélodie douce basse, qu'Étienne ne reconnut pas mais à laquelle il fit immédiatement confiance. La respiration du garçon ne s'améliora pas, mais son corps cessa de lutter. Maya travaillait avec une grâce qui fit se sentir Étienne totalement inutile. Elle ne s'agitait pas, ne parlait pas par saccades inquiètes. Elle rafraîchissait méthodiquement leur front, faisait boire quelques gorgées d'eau, contrôlait leur souffle alternant entre les jumeaux avec un rythme qui ressemblait à un réflexe musculaire. « Vous avez déjà fait ça ?» demanda Étienne à voix basse, accroupi près d'elle. Elle hocha la tête sans le regarder. « Avec mes nièces quand nous vivions à Atlanta. Elles faisaient souvent de fortes fièvres l'été. Elle posa un linge frais sur le dos d'Ava. « C'est effrayant, je sais, mais on reste calme. On continue de compter les respirations. » Étienne acquiesça, mais sa gorge était serrée. Il avait affronté des actionnaires avec un krach boursier imminent, sans jamais ressentir une telle impuissance. Les enfants étaient petits, fragiles, si faciles à briser. Maya continua son rythme régulier alors que les minutes s'étiraient en heures. « Et si ça empire ?» murmura-t-il. Maya leva les yeux. « Alors on en fera plus. Mais pas avant que ce soit nécessaire. Ce soir, on les stabilise et on ne panique pas. » Pour la première fois depuis le début du cauchemar, Étienne sentit en lui quelque chose de solide. Du courage emprunté peut-être, ou la prise de conscience brutale que cette femme tenait entre ses mains tout son univers. Vers 2 heures du matin, Étienne essaya de se rendre utile en préparant un autre biberon de lait. Il se trompa 2 fois dans le dosage de la poudre. Maya le corrigea doucement sans un mot de reproche, ses yeux restant fixés sur Eva, qui s'était enfin endormie contre sa poitrine. « Vous pouvez dormir, dit Maya, d'une voix douce mais ferme. Moi non, je ne dors jamais quand les enfants sont malades. » Mais Étienne secoua la tête. « Je ne pourrais pas fermer les yeux maintenant, même si j'essayais. » Ils restèrent assis en silence quelques minutes seulement, rythmés par la respiration sifflante et irrégulière d'Olivier. Maya bougea légèrement, ajustant sa position, et se remit à fredonner. « Quelle est cette chanson ?» demanda Étienne. « Ma mère me la chantait, » répondit-elle. « Quelque chose à propos de rivière et de lumière. Je n'en rappelle plus les mots, seulement le son. » Étienne s'adossa au mur et expira. « On ne vous apprend rien de tout ça quand on devient parent. » Maya esquissa un sourire fugitif. « On ne vous l'apprend dans rien en fait. On l'apprend quand il le faut. » Pendant un bref moment surréaliste, ils n'étaient plus que 2 étrangers, dans ce coin sombre du monde, réunis autour des mêmes petits poumons, qui respiraient, essayant de ne pas s'effondrer. Vers 3h30, la fièvre des jumeaux avait légèrement baissé, pas beaucoup, mais assez pour émousser l'arête de la crise. Isabelle arriva discrètement en tenue décontractée, portant 2 sacs de plats à emporter. Elle ne posa pas de questions. Elle n'offrit pas de compassion. Elle posa simplement la nourriture sur la table, jeta un œil dans la chambre des enfants, puis se tourna vers Étienne. « Tu devrais manger, » dit-elle, même si ça a le goût du carton. Il la suivit, à contre-cœur, réchauffa au micro-ondes, quelque chose dont il ne se souviendrait plus tard. Elle les tient comme si c'étaient les siens, dit-il, doucement, sans trop savoir pourquoi il le disait à voix haute. Isabelle s'appuya contre le plan de travail. Peut-être pas les siens, mais certainement comme s'il comptait. Étienne baissa les yeux vers son repas, puis vers ses mains tremblantes.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle reste après tout ça. La réponse d'Isabelle fut immédiate. Elle n'est pas restée pour toi. Elle est restée pour eux. C'est ça qui compte. Étienne hocha lentement la tête. Il comprit alors que tout chez Maya avait été constant depuis le début. Ni chaleureux ni froid, juste inébranlable comme quelqu'un qui avait appris à ne rien attendre de la bonté du monde, mais qui en donnait quand même parce que c'était la seule façon de survivre. Isabelle le regarda longuement avant de dire à voix basse « Regarde ce qui est vrai devant toi ». Étienne retourna dans la chambre des enfants sans un mot. Maya berçait Eva de nouveau un mouvement lent et doux qui n'avait rien à voir avec des berceuses, mais tout avec la survie. Il la regarda un moment debout, dans l'embrasure de la porte, les mains encore dans les poches. « Vous auriez dû être infirmière », murmura-t-il. Maya le regarda, puis reporta son attention sur le bébé. « Non, j'aurais dû avoir un mari qui ne disparaissait pas et une vie qui ne s'écroulait pas. Mais on n'obtient pas toujours ce qu'on aurait dû avoir. » Ces mots étaient tranchants, mais pas cruels. Honnêtes, pas accusateurs. Étienne les reçut comme un coup silencieux. « Je suis désolé », dit-il, et il le pensait d'une façon qui n'avait rien à voir avec cette nuit. Maya ne répondit pas. Elle continua simplement de bercer. « Voulez-vous que je la prenne un moment ?» demanda-t-il. Maya secoua la tête. « Vous la réveilleriez. Vous les tenez comme s'ils allèrent se briser. Ils le sentent. » Étienne s'affaissa au sol acquiesça. Il ne parla plus, observant seulement Maya fredonner la même mélodie, et quelque chose se décrocha en lui. De l'orgueil peut-être, ou l'habitude pratique de la distance. Quoi que ce fût, cela laissait de la place pour autre chose, quelque chose de meilleur. Alors que l'aube filtrait doucement par les rideaux, la fièvre finit par reculer franchement. Les jumeaux dormaient chauds et moites, mais apaisés. Étienne était assis contre le mur paupières lourdes, mais cœur encore en alerte. Maya restait dans le fauteuil à bascule. Eva lovait dans ses bras, son expression indéchiffrable mais présente. Isabelle repassa la tête dans l'embrasure de la porte sans parler. Elle déposa seulement une autre bouteille d'eau sur la commode et hocha la tête. Le téléphone d'Étienne vibra de nouveau. Rappel de réunion mail de l'équipe de presse, alerte d'actualité. Il les ignora. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Tout ce qu'il voyait, c'était Maya qui fredonnait encore, à mi-voix, les yeux mi-clos, mais attentive à chaque tressaillement, à chaque variation de chaleur. Pour la première fois, il la vit non comme une employée, non comme une énigme, mais comme quelqu'un qui tenait entre ses mains le centre de son monde, alors qu'il se fissurait. Isabelle souffla doucement depuis l'embrasure. « Regarde ce qui est vrai devant toi. » Et Étienne le fit. Et la vérité ressemblait à une femme berçant sa fille, comme si le monde en dépendait. Romain Mercier présenta ses conditions comme de la logistique. Pas de drame, écrivit-il juste du business. Il transmit sa demande dans un simple email, avec un PDF en pièces jointes intitulé « Prochaines étapes », comme s'il s'agissait d'un banal contrat fournisseur. Un paiement, un virement, un accord de confidentialité. Étienne le fixa longuement, avant d'ouvrir le document, comme si l'éviter pouvait en changer le contenu. À l'intérieur des puces des instructions bancaires, nettes et froids, comme un ordre du jour de conseil d'administration. Le montant lui assécha la gorge, non pas parce qu'il ne pouvait pas se le permettre, mais parce qu'il avait été calculé avec une précision chirurgicale. Pas assez élevé pour être rejeté comme du chantage grossier, pas assez bas pour être ignoré comme une menace creuse. C'était le prix du silence, de l'oubli d'un récit, comme celui de Maya enseveli sous 1000 autres acquisitions similaires. Le délai 48 heures. Après cela, Mercier promettait que l'intégralité du dossier, volé y compris les rapports sur le rachat d'Apex, les audits de sécurité étouffés et les mémos internes du Conseil seraient divulgués à tous les grands médias de la capitale. Si tu veux mourir, en public,
écrivait Mercier dans sa dernière phrase, alors surtout, gagne du temps. Le message se terminait par un smiley. Étienne eut envie de jeter son téléphone par la fenêtre, pendant que l'exigence de Mercier pourrissait dans son esprit bé. Moreau faisait ce qu'elle savait faire, le mieux transformer la souffrance en spéculation. Son dernier poste n'était pas une accusation. Pas exactement, mais c'en était une sous-entendue. Le silence du siège de Hale est assourdissant. Des sources disent qu'un développement majeur est imminent. Que cache-t-il? La légende accompagnait une photo d'Étienne, quittant un immeuble du centre-ville. Son visage illisible, derrière des lunettes noires, la couverture rose de sa fille posée sur son bras. Les commentaires étaient ignobles, intrusifs, obsessionnels. Où est la nounou maintenant? Voilà pourquoi les milliardaires ne devraient pas élever d'enfants. Cet homme cache quelque chose. Chaque commentaire était un caillou jeté contre ses vitres. Et Étienne ne savait plus ce qui était pire, le chantage calculé de Mercier ou la sollicitude feinte de Bi. Isabelle travaillait sans relâche depuis le bureau de communication de crise, rédigeant des déclarations, les supprimant, en rédigeant d'autres. Si on en dit trop peu, on a l'air complice, marmonnait-elle en parcourant ses contacts presse. Si on en dit trop, on se trahit. Il faut geler le récit avant que Mercier ne le contrôle. Étienne essayait de suivre, mais son cerveau se fragmentait. Les chiffres ne cessaient de tourner dans sa tête. Il revoyait Maya, bercée à va dans la chambre, fredonnant, comme si le monde extérieur n'existait pas, et il détestait voir à quel point le silence de sa vie se transformait désormais en chaos pour quelqu'un d'autre. Le monde d'Étienne n'était plus qu'un circuit de respiration superficielle et de routine vide. Il ne répondait plus aux appels, sauf à ceux d'Isabelle. Son conseil d'administration, pressentant quelque chose sous la surface, commença à s'agiter dans les réunions avec une urgence artificielle. « Sommes-nous exposés à un risque réputationnel ?» demanda un administrateur par mail. Étienne pouvait presque entendre la panique déguisée en professionnalisme. Il se rappela qu'il n'y a pas si longtemps, sa simple présence inspirait la déférence dans toutes les salles. Galas de charité, appels avec investisseurs, vernissage, inauguration de rubans. Tout cela lui semblait désormais factice. Les plaques de la Fondation Hale, les communiqués de presse sur la logistique verte, les discours aux conférences où il parlait d'héritage. Rien de tout cela n'avait plus le goût de la vérité. Il tournait en rond dans son appartement jusque tard dans la nuit, incapable de se reposer, incapable de planifier. Chaque chemin à suivre ressemblait à un piège. S'il payait Mercier, il devenait exactement ce que Maya pensait de lui. S'il refusait, il risquait de faire exploser sa vie, son entreprise et toute chance de protéger les siens. Le pire, c'était qu'il ne savait pas quelle issue était la plus terrible. Et au fond, il commença à se poser des questions qu'il n'aimait pas non pas sur ce que Mercier ferait, mais sur ce qu'il avait lui-même laissé faire pendant des années, sans jamais y regarder de trop près. La deuxième nuit, ses pensées commencèrent à tourner en boucle, comme dans un cauchemar fiévreux. Il s'assit dans le salon, un verre de whisky à moitié vide à la main, fixant la silhouette du portrait de son père sur le mur. Un espace jadis rempli de fierté, désormais vide depuis qu'il l'avait fait retirer 1 an plus tôt. Il se rappela une phrase que son père répétait « Contrôle la perception et tu contrôles la vérité ». Étienne y avait cru alors, mais maintenant, cette croyance lui paraissait comme une pourriture sous les ongles. Le contrôle était devenu du théâtre, la vérité du levier. Il envoya un SMS à Isabelle. Que se passe-t-il si on laisse fuiter, si on laisse faire? Elle répondit par un seul mot. Effondrement. Effondrement de quoi pourtant? L'entreprise, l'image ou quelque chose de plus personnel, son dernier lien avec celui qu'il croyait être. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu.
Une capture d'écran d'un email que Mercier avait déjà transféré à un journaliste. Un teaser, une menace, un détonateur. Intéressé par ce que Hale Logistique a enterré, je peux fournir des preuves. Tic-tac. Étienne ferma le message sans répondre. Tic-tac. Le compte à rebours avait déjà commencé et il restait immobile, paralysé, entre la honte et la peur de ce que coûterait la vérité. L'appartement s'était fait étrangement silencieux, les jumeaux enfin endormis, après une longue journée d'agitation et de rechute de fièvre. Maya avait pris en main la routine du soir, sans qu'on le lui demande ses gestes fluides, sa présence apaisante, les enfants semblant s'attendre à elle. Étienne se surprit à traîner dans le couloir, l'observant à travers l'embrasure de la porte, tandis qu'elle ramassait un jouet oublié pour le remettre doucement dans le panier. Elle ne le vit pas, ou peut-être qu'elle le vit, et choisit de n'en rien montrer. Son silence n'était pas froid. Il était contenu. Étienne ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait connu quelqu'un qui ne cherchait pas à prouver sa valeur, mais qui se contentait d'être là encore et encore, parce que le travail avait de l'importance. Il pensa à ce que cela signifierait de la protéger, de la défendre publiquement, lorsque le moment viendrait, à ce que cela coûterait, à ce que cela révélerait. Et il comprit instinctivement que Mercier l'avait choisie parce qu'elle était la cible la plus facile, que la ville ne pleurerait pas sa réputation comme elle pleurerait la sienne. Et pourtant, elle restait, malgré tout. Malgré ce qu'on disait, malgré ce qu'on pensait. Elle restait pour 2 enfants qui n'étaient pas les siens, et pour un homme qui n'était toujours pas sûr de mériter sa loyauté. Il était plus de 3 heures du matin lorsqu'Étienne entra dans la cuisine pour prendre de l'eau et vit le mot. Un simple post-it jaune pâle collé sur la porte du réfrigérateur. Il cligna des yeux, le lut une fois, puis une deuxième. C'était une liste. 7h biberon, 8h30 couche, 9h15 histoire, 12h sieste. L'écriture de Maya était ronde et douce, chaque chiffre parfaitement aligné, comme si elle l'avait écrit par réflexe plutôt que pour impressionner. En bas, presque en post-scriptum, se trouvait un petit cœur à côté du mot sieste. Étienne le fixa plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, quelque chose de brut se fissurant dans sa poitrine. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas conflictuel. Cela n'avait rien à voir avec le scandale. C'était simplement du soin. Pur, constant, silencieux. Et d'une certaine manière, cela le toucha plus fort que n'importe quelle menace que Mercier aurait pu proférer. Il glissa sur une chaise de la cuisine, pressa le mot contre son torse et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des jours, il sentit quelque chose bouger. Pas la pression, pas la menace, mais le poids de ce qu'il essayait de protéger. Et ce n'était pas son nom. C'étaient là ces petites choses humaines qui choisissaient encore d'exister, même quand tout le reste semblait prêt à s'effondrer. La conférence de presse fut son idée. Sans conseiller, sans consultant, sans vidéo léchée, ni fuite savamment orchestrée. Juste un pupitre, un direct, et tout le poids d'un règlement de compte qu'il ne pouvait plus différer. Isabelle s'était opposée au format. « Tu veux faire ça en direct ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tu comprends seulement ce que cela signifie. » Mais Étienne avait déjà décidé que s'il devait être mis en pièces, ce ne serait pas par un communiqué aseptisé qui tentait de sauver les apparences. Il avait besoin que la vérité tombe, brute, pas en morceaux, pas filtrée. La salle de conférence du siège de Hale se remplit rapidement. Badges de presse brillants, investisseurs alignés en rangs serrés, analystes murmurant au téléphone, calculant déjà l'ampleur des dégâts. Les caméras cliquetèrent, les projecteurs chauffèrent le pupitre comme un billot d'exécution. Étienne entra en scène, ajusta le micro et balaya la salle du regard. Derrière les flashs se trouvaient des gens qui autrefois portèrent des toasts à son nom lors des galas. Maintenant beaucoup le fixaient, comme s'ils retenaient leur souffle, attendant de voir s'il allait s'effondrer ou mentir pour s'en sortir.
Puis il commença. Avant que vous n'entendiez cela de qui que ce soit, entendez-le de moi. La salle se figea, le miroir se fendit. Sa voix ne trembla pas. Il ne lut pas de texte préparé. Chaque mot venait d'un endroit auquel il n'avait pas accédé depuis des années, peut-être jamais. Pendant des années, cette entreprise a mesuré son succès par son expansion, par le cours de son action, par les corps qu'elle laissait derrière. Il fit une pause. Certaines de ses décisions furent peu les miennes. Ce fut la première fois que la salle réagit. Pas une toux, pas un froissement, mais un déplacement, comme si un mur de scepticisme s'était incliné d'un degré. Étienne continua. Nous avons structuré des acquisitions pour éliminer, pas pour collaborer. Nous avons ciblé des innovations que nous ne pouvions pas rattraper. Nous avons ignoré des signaux d'alerte dans les entrepôts, dans les données logistiques, dans les ressources humaines, parce que les corriger menaçaient nos marges trimestrielles. Il ne détourna pas le regard en le disant. Nous avons trahi des gens. Nous leur avons coûté des emplois de la sécurité, parfois leur avenir. Cet échec a un nom désormais. Le mien. Au bord du bassin de presse, une journaliste laissa tomber son stylo. Un administrateur se pencha vers le directeur juridique, chuchotant quelque chose, lèvres serrées. Isabelle, dans les coulisses, était figée. Étienne poursuivit. J'ouvre dès maintenant un audit indépendant complet de Hall Logistique. Sans restriction, sans zone protégée. Les dirigeants impliqués dans des manquements ou dans la dissimulation de violations seront suspendus, moi y compris. Il ne regarda pas Mercier, mais le nom de l'homme n'avait pas besoin d'être prononcé. L'implication était claire. Étienne détailla ensuite la création d'un fonds de restitution pour les anciens employés touchés par des licenciements abusifs, des acquisitions frauduleuses et des conditions de travail dangereuses. Des dossiers jusque-là étouffés par des NDA et des arrangements financiers. Un nouvel médiateur indépendant serait nommé responsable devant le public et non devant le conseil. Les comités de révision interne seraient remplacés par des responsables éthiques externes désignés par rotation. Tandis qu'il parlait, Étienne voyait les couches tomber du visage de son auditoire. Certains se crispaient, d'autres prenaient frénétiquement des notes, mais la plupart restaient figés, abasourdis. Si cette entreprise a un avenir, dit-il, il devra être mérité, non hérité. Et il commence maintenant avec la vérité. Les caméras tournaient. Le silence qui suivit n'était pas celui admiratif d'une salle émerveillée. C'était le souffle froid d'un jugement. Derrière le rideau, un attaché de presse s'en mêla avec son téléphone. Le responsable des relations investisseurs semblait prêt à s'évanouir. Mais Étienne se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Le fardeau n'avait pas disparu. Il avait changé de place, enfin partagé, avec ceux à qui il aurait dû appartenir dès le départ. Le direct de B, Moreau qui tournait à plein régime quelques minutes plus tôt, n'avait désormais aucun nouveau titre à sensation, à relayer seulement l'image d'un homme disant la vérité avant que quelqu'un d'autre ne puisse l'armer contre lui. En coulisses, Isabelle ressemblait à quelqu'un qui venait de sortir d'un site en démolition. Elle croisa le regard d'Étienne, les yeux écarquillés tranchants, et ne parla pas tout de suite. « Je ne sais pas si c'était du courage ou un suicide professionnel », dit-elle finalement. Étienne répondit, et si c'était les deux, elle ne répliqua pas. Ses épaules d'ordinaire, tenues comme une armure, s'abaissèrent enfin. Elle expira, comme si ses poumons avaient été prisonniers depuis des jours. « Tu sais que ce n'est pas fini, hein ?» ajouta-t-elle. « Même pas proche. » Étienne hocha la tête. « Je sais, mais c'est commencé. C'est ça qui compte. » Derrière eux, les journalistes commencèrent à sortir les visages partagés entre confusion et respect à contre-cœur. Personne ne savait à quoi ressemblerait la chute.
Mais pour une fois, il n'y avait ni manipulation à poursuivre, ni source à dénicher. Étienne avait tout exposé. Une journaliste du Times s'approcha d'Isabelle pour un commentaire. Elle leva la main. Vous l'avez entendu, de la seule personne qui compte aujourd'hui. L'air vibrait encore de tension, mais aussi de quelque chose d'autre. Quelque chose qui commençait à bouger. Étienne n'avait pas besoin qu'on le lui dise. L'arme de Mercier était morte. Sans la menace d'une révélation, il n'avait plus aucun poids. La confession avait sectionné le fil avant que le piège ne se déclenche. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le direct de B. Moreau s'éteignait. Son équipe attendait qu'elle pivote, qu'elle publie une nouvelle légende cinglante, mais elle restait immobile, fixant l'écran lèvres entr'ouvertes, expression crispée. Le scandale dont elle se nourrissait venait de se dissoudre sous ses yeux. Le désordre s'était nettoyé sans elle. Il l'a fait, murmura quelqu'un de son équipe. Bee ne répondit pas. Elle savait ce qui venait de se produire. Le pouvoir avait changé de main. Sur les plateformes, le récit changea de ton. Du respect pour avoir pris ses responsabilités. Il l'a vraiment assumé. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un milliardaire. Les réactions n'étaient pas unanimes, mais elles n'étaient pas accablantes non plus. La machine de l'indignation avait calé un instant incertaine de la manière de réagir face à quelqu'un qui s'avançait volontairement dans le feu. Bee referma son ordinateur sans un mot. Au siège de Hale, le flot de demandes médiatiques passa de la spéculation à la vérification. Étienne s'éloigna des projecteurs traversant le couloir, bordé de portraits de fondateurs qui n'avaient jamais eu à répondre du sang contenu dans leurs marges. Il ne les regarda pas. Il n'en avait pas besoin. Il avait brisé le miroir, derrière lequel il s'était de tous caché, et les fissures étaient désormais permanentes. Au fond de la salle, au-delà du bruit et de la lumière, Maya se tenait derrière la dernière rangée de chaises. Elle n'avait pas prévu de venir, mais Isabelle lui avait envoyé ce matin-là le lien privé du direct. Elle n'avait pas pu détourner les yeux, et à mi-chemin du discours d'Étienne, elle avait quitté l'appartement marché, 10 pâtés de maison, en silence, et s'était glissée discrètement dans la salle, sans être remarquée. Elle resta debout à l'arrière, les bras croisés, les yeux rivés sur lui, tout du long. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Mais sa respiration changea. Stable, profonde, presque étrangère. Ce n'était pas de la vindication. Ce n'était même pas du soulagement. C'était un relâchement. Pour la première fois depuis ce jour terrible dans la salle de jeu, depuis le ruban sur sa peau et la peur dans sa gorge, elle pouvait enfin baisser les épaules. Elle avait attendu que l'autre chaussure tombe, qu'il choisisse de se protéger lui-même. Et il ne l'avait pas fait. Il avait choisi la vérité. À cet instant, derrière la mer de journalistes, Maya ferma les yeux et expira l'air qu'elle retenait depuis que l'adhésif avait mordu sa peau. Le ton de la détective changea lors de la réunion de débriefing du lundi. Ce n'était pas une annonce, pas encore, mais un pivot, un changement de température. Nous ajustons l'hypothèse de travail, dit-elle, d'une voix plate, jetant des regards entre ses notes et la petite caméra pointée vers elle. Étienne, assis à l'extrémité de la table de conférence de son bureau, écoutait sans parler. L'absence de signe d'effraction, combinée à l'absence de rançon ou de suivi, suggérait une mise en scène probablement destinée à accéder à quelque chose à l'intérieur de la résidence. Peut-être le bureau, peut-être des dossiers numériques. L'expression employée par la détective, mise en scène pour vol, sonnait clinique, détachée de la peur brute de ce jour-là. « Alors Maya » commença Étienne, la voix basse. « Pas une suspecte » répondit rapidement la détective. « Pas d'après ce que nous voyons pour l'instant. » Étienne expira. Ce n'était pas du soulagement, mais cela ressemblait à la permission de cesser enfin de la regarder avec des yeux méfiants. 2 jours plus tard, un sous-traitant de l'immeuble avoua sous pression,
avoir trafiqué les caméras de sécurité la nuit de l'incident. Un service rendu à un client payé en liquide et instruit via un téléphone jetable. L'entrepreneur ne connaissait pas l'identité du client, mais le numéro avait été tracé jusqu'à un lieu situé à proximité du bureau de Mercier ce même jour. Ce n'était pas une preuve, mais c'était suffisant. Le nom de Mercier n'apparut jamais avec poids dans le rapport officiel. Il planait périphérique et venimeux, comme une ombre se mouvant juste assez vite pour échapper à la lumière. Étienne n'était pas surpris. Mercier avait fait carrière en existant dans les marges du plausible, jamais sur le papier, toujours hors d'atteinte. Isabelle appela cela de la pourriture à haut rendement, et l'expression resta. « Il ne reviendra pas », dit-elle, quand Étienne demanda s'il devait se préparer à d'autres représailles. Pas maintenant qu'il a été neutralisé dans la presse. Il ne joue qu'au jeu qu'il peut truquer. Même ainsi, Étienne renforça les protocoles de sécurité et lança une vérification complète des prestataires passés. Son équipe trouva d'autres petits signaux d'alerte d'anciens contrats que Mercier avait discrètement orientés vers des sociétés affiliées, des plateformes de partage de données, avec des circuits de facturation indirecte, mais rien de suffisamment solide pour intenter une action. Pourtant, le mal était fait, et l'atmosphère dans le penthouse commença à changer. La maison ne vibrait plus de crainte. Il y avait désormais de l'espace pour que Maya se déplace librement, pour que les jumeaux reprennent leur routine, pour qu'Étienne soit autre chose qu'un homme arpentant les pièces dans l'attente d'une prochaine bombe. La crise n'était pas résolue, mais elle avait été nommée, et la nommer rendait enfin l'air respirable. Étienne annula 2 dîners de conseil très médiatisés cette semaine-là, sans excuse. L'un concernait le lancement d'un fonds philanthropique, l'autre un événement de réseautage prélude à un gala pour investisseurs en technologie climatique. Dans une autre vie, sa vie d'avant manquer ses rendez-vous aurait été un sacrilège. Maintenant, cela ne comptait presque plus. Il passa ses soirées à la maison à regarder les jumeaux dormir, relisant les protocoles de conformité avec un bloc-notes d'une main et un biberon de l'autre. Sa confiance dans leur alimentation avait grandi sans qu'il s'en rende compte. Il savait désormais quelle était la bonne température, distinguait quand Eva s'agitait à cause de coliques plutôt que de fatigue, et s'était même mis à changer des couches sans sourciller. Il y avait encore des moments de confusion, mais le chaos ne ressemblait plus à un échec. Il ressemblait à de la proximité, à la vraie vie. Un matin, alors qu'il attachait Olivier dans sa chaise haute, le garçon tapa 2 fois dans ses mains, puis poussa un éclat de rire qu'Étienne n'avait pas entendu depuis des jours. Ce n'était pas seulement le son qui l'anéantit. C'était le signal que la fièvre était vraiment tombée. Plus tard dans l'après-midi, Ava marcha en titubant vers Maya et posa une paume humide sur sa joue, la laissant là 5 secondes entières, comme pour confirmer que la sécurité était revenue. Maya sourit, et Étienne vit ses yeux briller dans le silence. Isabelle reconstruisait déjà la posture publique de l'entreprise avec une précision mécanique, mais cette fois ce n'était pas que de l'optique. C'était enraciné dans le concret. « Nous n'allons pas transformer les excuses en images de marque », dit-elle à son équipe dans la salle de crise. « Nous n'allons pas vendre de la culpabilité dans un emballage brillant. Nous bâtissons une nouvelle charpente, et elle sera chaotique, mais elle sera réelle. » Elle passa des heures à préparer une série d'assemblées internes d'enquêtes de satisfaction des employés de protection pour les lanceurs d'alerte et d'initiatives de narration interne. Étienne assista aux 2 premières manches retroussées et notes en main. « Ce n'est plus à propos de moi », dit-il à un jeune analyste lors d'une séance de questions. « C'est pour s'assurer que le prochain meilleur n'ait pas à survivre à ce qu'elle a vécu. » En interne, il autorisa le lancement officiel du fonds de restitution et signa les 10 premières lettres d'approche à d'anciens employés qui avaient été discrètement achetés ou poussés vers la sortie durant les années les plus agressives de l'entreprise.
Il ne demanda pas au service juridique de raturer des noms. La liste complète, dit-il, jusqu'au dernier. Cela n'effaçait rien, mais cela signifiait qu'ils repartirent du sol, pas du miroir. Et cela comptait plus qu'une citation de presse. À la maison, Maya commença à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant, non parce qu'elles lui avaient été interdites, mais parce que la tension n'avait jamais laissé de place pour cela. Elle se mit à chanter à voix haute, en pliant le linge. Elle commença à étiqueter les tiroirs des jumeaux avec de petits autocollants en forme d'animaux. Elle réorganisa le garde-manger, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'elle ne supportait plus l'inefficacité. Étienne le remarqua, mais ne dit rien. Il ne voulait pas briser le rythme. Un soir, en passant devant la chambre d'amis, il s'arrêta sur le seuil et la regarda trier les grenouillères en piles bien nettes. « Tu sais, dit-il, la voix basse mais sincère, tu n'as pas besoin de les ranger par couleur. Dans 10 minutes, ils vont leur renverser de la compote dessus. » Maya rit doucement sans lever les yeux. « Ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. » Petit ordre, grand chaos. Ça aide. Étienne hocha la tête, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Je comprends. » Ils n'ajoutèrent rien d'autre. Il la laissa là, pliant, avec le soin de quelqu'un qui cherchait à reprendre le contrôle dans un monde qui lui en avait offert si peu. Dans ces moments de silence, ni l'un ni l'autre n'avait besoin de parler de Mercier, ni du passé de Maya, ni des fautes de l'entreprise. Il y avait de la dignité dans l'action dans un pliage de coin bien ajusté. Et peu à peu, la maison commença à expirer. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de grands discours, pas de résolution finale, seulement de petits glissements. La fièvre des jumeaux avait disparu. Olivier riait en applaudissant les oiseaux par la fenêtre. Eva bénissait Maya de ses petites paumes collantes. Isabelle construisait des cadres. Étienne apprenait à mesurer le lait en poudre à l'instinct. Et Maya pliait du linge dans la chambre d'amis avec la précision de quelqu'un qui croyait que si ce tiroir était parfait, le monde extérieur ne s'écroulerait pas de nouveau. Il n'y avait pas de bande-son, pas d'applaudissements, pas de fin de chapitre bien nette. Juste la vie désordonnée ordinaire présente. Pour la première fois, depuis que le ruban avait été arraché de la peau de Maya, depuis que Mercier avait murmuré son poison en guise de levier, depuis qu'Étienne avait pris la parole et brisé son reflet, il y eut du calme. Et dans ce calme, quelque chose de résilient, éclos lent, réel, enraciné. La maison expira. La vérité n'arrive jamais d'un seul coup. Elle se répand de façon inégale, maladroite. Au début, ce n'est qu'un filet. Un ancien sous-traitant, parti après avoir signalé des problèmes de ventilation dans les entrepôts, envoie un mail anonyme via une ligne de signalement. Puis un autre, un ancien chef d'équipe qui avait signé un accord de confidentialité, 4 ans plus tôt, appelle directement le bureau d'Isabelle. Elle l'écoute pendant 40 minutes. Sans prendre de notes, juste en laissant l'espace pour parler. À la fin de la semaine, ils étaient 9. Un leader syndical dans l'Ohio envoie un mail d'une seule ligne à la boîte communication de Hale. « Si vous êtes sérieux, il faut qu'on parle. » L'objet du message « Responsabilité ». Isabelle le transfère à Étienne sans commentaire. 5 minutes plus tard, il l'appelle, fixe la réunion. Et il n'est plus question de stratégie RP ni de filtrer les voix. Au lieu de cela, ils commencent à cataloguer des histoires qui avaient autrefois été écrasées sous le vernis corporate. Histoires de blessures évitables, de licenciements calculés, de fusions douteuses et de vies bouleversées, sans un regard en arrière. Ce n'est pas une avalanche, mais c'est régulier. Isabelle fait venir un consultant en éthique qui dit à Étienne sans détour « La rédemption n'est pas un message, c'est une politique. » Étienne ne conteste pas. Pour une fois, il n'a pas de contre-argument. Il hoche seulement la tête et continue d'écrire des noms. Des vrais noms, pas des numéros de dossier.
Une semaine plus tard, Étienne se rend au centre de distribution de Marseille sans prévenir le personnel. Isabelle le déconseille. « Tu auras l'air de faire du théâtre », l'avertit-elle. Mais Étienne y va quand même. Il parcourt les allées en jean et chemise simple, essayant de paraître moins qu'il n'est. La plupart des employés ne le reconnaissent pas tout de suite. Tant mieux. Il écoute. Il n'inspecte pas. Il observe. À un moment, il s'arrête près du quai de chargement et parle avec un cariste nommé José, qui raconte un accident évité de peu l'hiver précédent. Une pile de palettes effondrée, un inventaire mal déclaré, une heure sup de dernière minute qu'il avait épuisé. Personne ne l'a jamais enregistré, dit José en haussant les épaules. Le superviseur a dit qu'on serait sanctionné si on faisait du bruit. Étienne sort un carnet, le même qu'il utilisait autrefois pour planifier ses objectifs trimestriels, et écrit « José Ramirez » en haut d'une page. « C'est enregistré maintenant », répond-il. L'homme le fixe un long moment, puis acquiesce. Sur le chemin du retour vers la ville, Étienne feuillette les autres noms qu'il a notés, certains venus des assemblées, d'autres glissés à voix basse par des assistants ou envoyés discrètement par des employés trop inquiets pour se manifester eux-mêmes. Les noms ne sont pas propres. Ils ne rentrent pas dans un seul département ou une seule histoire. Mais ils sont réels et désormais, c'est à lui de s'en souvenir. Ce soir-là, le penthouse est calme. Maya a couché les jumeaux plus tôt, tous deux épuisés par leur première journée d'essai en crèche, et le silence est presque sacré. Étienne la trouve sur le balcon, appuyée contre la vitre, regardant une ville meurtrie dans ses teintes de crépuscule. Elle ne se retourne pas quand il s'approche. « J'ai entendu parler de Marseille », dit-elle. Sa voix n'est pas accusatrice, seulement observatrice. « Tu écoutes ». Étienne hoche la tête, se plaçant à côté d'elle. Trop tard, mais oui. Ils restent un moment en silence avant qu'elle n'ajoute. C'est étrange, non comme les gens oublient les noms si vite. Tu as déjà remarqué que pour ceux qui sont en bas de l'échelle, nos noms disparaissent, les premiers. Étienne ne répond pas immédiatement. Puis il demande. Comment s'appelait-il ton mari? Maya le regarde les yeux impénétrables. Caleb, dit-elle. Caleb Lefebvre. Elle le dit comme un vœu. Il écrivait son nom partout, non pas parce qu'il était fier, mais parce qu'il croyait que les noms signifiaient quelque chose. Que si tu nommes une chose, si tu y attaches ton âme, elle peut durer. Que le monde ne peut pas t'effacer aussi facilement si ton nom se trouve partout où tu touches. Étienne écoute, non pas comme un homme cherchant une citation à afficher, mais comme quelqu'un en train de changer. Qu'est-ce que ça voudrait dire honorer Caleb aujourd'hui? Demande-t-il doucement. Maya ne répond pas tout de suite. Elle joint ses paumes, puis expire par le nez son souffle lourd de mémoire. La sécurité, dit-elle enfin. Pas celle qu'on imprime dans des brochures, celle qu'on construit dans les failles, dans les plannings, dans la façon dont les gens peuvent de parler et être réellement entendus. Des opportunités qui ne sont pas décoratives, des emplois qui n'exploitent pas, une structure qui ne broie pas les gens simplement parce qu'elle le peut. Étienne hoche la tête, le poids de ses paroles s'enfonçant profondément en lui. « Alors, nous en ferons le plancher, dit-il. Pas le plafond. Le standard minimum. » Maya soutient son regard. Et pour la première fois, il n'y a pas de tension entre eux, seulement une clarté, partager une vérité vécue reconnue. Elle rentre à l'intérieur, le laissant sur le balcon, carnet toujours en main. Il ouvre une page blanche, écrit la date en haut à droite, puis trace très délibérément « Caleb Lefebvre » en lettres épaisses en haut. Il le souligne une fois, puis encore 2 fois. Il n'y a pas de cérémonie, mais il y a du poids. Plus tard, Étienne revoit le cadre de réforme de l'entreprise avec Isabelle, qui a tout réorganisé sous une nouvelle initiative interne appelée Project Reclaim.
Ce n'est pas seulement de la réparation d'images, dit-elle en lui tendant un dossier. C'est une question de mémoire. Les gens veulent savoir qu'ils ne sont pas jetables, que ce qu'ils ont vécu comptait que quelqu'un l'a enregistré. À l'intérieur du dossier se trouvent des récits, des témoignages directs d'anciens employés de sous-traitants, même des familles de ceux perdus pendant les années les plus troubles de la croissance de Hale. Certains sont des lettres, d'autres des transcriptions. Étienne les lit un par un. Une femme écrit « Tu m'as tout pris. Je suis heureuse que quelqu'un ait enfin le courage de le dire à voix haute. » Une autre signe simplement son nom et ajoute « J'étais là. N'oublie pas ça. » Étienne n'oublie pas. Il garde le dossier sur son bureau, à côté du carnet, à côté du post-it de Maya qui dit encore 7h biberon, 8h30 couche. Ces noms commencent à compter plus que le sien. Ce ne sont pas des actifs de marque. Ce sont des lignes de compte du tort causé. Et maintenant, peut-être d'espoir. Et ce basculement de perspective est la seule chose qui lui semble encore honnête. La vérité se propage vers l'extérieur. D'anciens sous-traitants continuent de se manifester. La rencontre avec les syndicalistes débouche sur un projet pilote. Isabelle programme d'autres assemblées. Étienne poursuit ses visites. Il change son titre sur le site web de l'entreprise de directeur général à directeur responsable. Pas comme un slogan, mais comme un rappel. L'équipe RP résiste. Étienne les ignore. Plus il écrit, plus il se souvient. Des noms, des histoires, des promesses qu'il n'avait jamais réalisé avoir brisées sous sa direction. Ce soir-là, alors que la ville au-delà du Penthouse se fond dans les ombres et les lueurs dispersées, il se retrouve de nouveau sur le balcon carnet, ouvert dans une main. La page est simple. En haut, Caleb Lefebvre. 2 lignes en dessous, rien d'autre encore. Mais elle se remplira non de chiffres ou de projections, mais d'un plan pour quelque chose qui commence là où la plupart des entreprises ne regardent jamais au nom que les gens laissent derrière eux. À côté de lui, la porte coulissante s'ouvre. Maya sort doucement. « Tu travailles encore ?» demande-t-elle. Étienne ne lève pas les yeux mais sourit. « Non, dit-il. Je me souviens. » Elle hoche la tête. Et le silence qui suit est de ceux qui ressemblent à un commencement. Quand Ryan Mercier est arrêté, cela ne fait pas la une comme l'avait fait la confession d'Étienne. Mais pour ceux qui observaient attentivement, c'est une secousse profonde. Les chefs d'accusation, extorsion, fraude, conspiration, sont liés à un écheveau de contrats impliquant de petites entreprises, des consultants politiques et un ensemble particulièrement accablant de sociétés écrans offshore. L'incident de la salle de jeu n'apparaît pas dans les charges, mais les enquêteurs mentionnent un téléphone jetable qui a émis un signal près de l'immeuble d'Étienne avant de disparaître. L'implication flottait dans l'air, comme de la fumée suggestive, à saveur incriminante, sinon en fait. Étienne lit le résumé de l'arrestation dans une note juridique qu'Isabelle lui transfère. Son commentaire est sec. Cela ne nous donnera pas de clôture. Peut-être un peu de paix. Étienne répond par un seul mot, reçu. L'avocat de Mercier publie une déclaration mêlant déni et mépris, mais elle ne trouve pas d'écho. Les gens en ont fini d'écouter des hommes qui parlent avec des mains propres et des manches sales. Le timing est poétique, trop parfait peut-être, mais personne n'a l'appétit de le déconstruire. L'ombre de Mercier se retire de leur vie, mais ses contours restent gravés dans des endroits qu'ils revisiteront tous un jour. Pour l'instant, ils laissent ce fil se délier. Certaines blessures ne sont pas faites pour être recousues trop vite. B. Moreau publie sa rétractation comme si cela lui arrachait le cœur. La légende dit « Je me suis trompé. J'ai laissé la peur écrire à ma place. Elle récolte plus de mentions. J'aime que tous ses posts précédents, mais peu de pardon. » Les commentaires vont de trop peu trop tard à enfin. Quelques utilisateurs la dénoncent.
pour avoir instrumentalisé sa plateforme dès le départ. Étienne le voit en passant. Il ne la suit pas, mais Isabelle surveille la température numérique comme si c'était son deuxième pouls. Quand elle le lui montre, il ne bronche pas. Elle a aidé à allumer l'incendie, dit-il platement. Isabelle ne contredit pas. Elle a aussi versé de l'eau, quand il était presque trop tard, répond-elle. Et ça compte pour quelque chose. Étienne ne répond pas. La vérité, c'est qu'il a cessé de chercher la rédemption chez ceux qui façonnent des récits à but lucratif. Il y a lui-même consacré trop de temps. La rétractation de Bee n'est pas une page blanche. C'est une page tachée avec un nouveau paragraphe en bas. Et peut-être que c'est tout ce que chacun a droit désormais, pas la clarté, pas la pureté, juste des phrases révisées. L'audit commence par un coup frappé à la porte de la salle du conseil à 8 heures précises. L'équipe arrive, armée d'ordinateurs de citation, à comparaître et d'un mandat pour tout découvrir. Étienne ne parle pas pendant la réunion d'ouverture. Il se contente d'acquiescer, de signer les ordres d'accès et de s'écarter. Isabelle observe depuis la marge et lui dit plus tard « C'est la première fois que je t'ai vu plus petit que ton entreprise. » Il acquiesce encore parce que c'est vrai et qu'il en avait besoin. L'audit n'est pas tendre. Il déchire les bilans financiers, les registres de sécurité, les dossiers d'acquisition qu'Étienne parcourait autrefois avec la confiance de celui qui se fiait à la machine parce qu'il l'avait aidé à construire. À présent, il regarde cette machine être démontée pièce par pièce et l'intérieur n'a rien d'élégant. Étienne vend une propriété de prestige à Alpes pour alimenter le fonds de restitution. La vente est discrète sans intermédiaire ni fuite, mais l'annonce du fonds est bruyante et délibérée. Isabelle supervise le portail de réclamation, y intégrant traducteurs accès pour handicapés et une liste tournante de médiateurs formés pour accompagner les plaignants sans bureaucratie. Plus de murs, dit-elle à l'équipe technique. Cette fois, c'est une porte. Et pour la première fois, HAL Logistique commence à être connue non seulement pour ce qu'elle a fait de mal, mais pour la manière dont elle choisit de répondre. Le changement n'est plus abstrait. Les responsables d'entrepôt assistent à des formations obligatoires où la première diapositive n'est pas une déclaration de mission. C'est une photo de José Ramirez, le cariste de Marseille, souriant à côté de sa nièce nouveau-née. Son nom est correctement orthographié. En dessous, on peut lire « Chaque chiffre est une personne ». Certains lèvent les yeux au ciel, la plupart non. Maya imprime la diapositive et l'accroche au-dessus de la machine à café dans la cuisine du duplex. « Il fait partie de cette maison maintenant », dit-elle. Étienne ne proteste pas. La maison, autrefois, une forteresse de silence et de symétrie, a désormais un rythme. Des pancakes le matin qu'Étienne retourne lui-même souvent trop épais, parfois brûlés, mais toujours accueillis par les cris ravis d'Ava. Les listes de Maya restent aimantées au frigo, devenant chaque semaine plus ludiques. Elle y ajoute des emojis, maintenant sous lecture, une icône de livre. Sous bain, une petite vague. Ils ont cessé de parler de la confiance comme d'un nom. C'est devenu autre chose, une action, une pratique, une répétition vécue qui n'a pas besoin d'étiquette. Isabelle toujours précise. Comment un matin, vous commencez à ressembler à un système. Maya se contente de sourire. Étienne ne sait pas encore comment l'appeler. Il sait seulement que cela ressemble à un souffle après avoir été sous l'eau. Un après-midi, les jumeaux dorment pour la sieste et Maya trie du linge quand Étienne trouve un mot sur le comptoir. Son écriture est reconnaissable, entre toutes nettes appliquées, la boucle du exact dans Today, toujours tournée vers la gauche. Il y est écrit « Trust is a verb. Today we practiced. » Pas d'ornement, pas de ponctuation, juste une vérité offerte doucement. Étienne le lit 3 fois avant de le plier et de le glisser dans son portefeuille à côté du vieux post-it de Maya,
qui listait l'horaire d'alimentation des jumeaux. Ce vieux mot avait été le premier signe de son soin. Celui-ci est le premier signe de quelque chose de partagé. Il ne dit rien lorsqu'elle revient dans la pièce. Il lui adresse simplement un regard doux, ouvert, et elle y répond par un des siens. Pas de déclaration, pas de confession, juste un moment où rien de brisé ne demande à être réparé, parce que tout ce dont ils ont besoin est déjà en train de se construire. Ils traversent le reste de la journée sans nommer ce qui a changé. Ils n'en ont pas besoin. Certaines coutures sont invisibles et tiennent pourtant mieux que du fil. Mercier est arrêté pour extorsion liée à d'autres clients. Le fil ne ramène pas clairement à la salle de jeu, mais assez de sa toile apparaît pour expliquer l'adhérence. B. Moreau publie une rétractation qui semble lui avoir écorché la gorge en sortant. L'audit commence et il est impitoyable par nature. Étienne vend une propriété de prestige pour alimenter un fonds de restitution. Isabelle construit un portail de réclamation avec traducteur et médiateur. Les responsables d'entrepôt assistent à des formations où la première diapositive est la photo d'un cariste de Marseille, son nom correctement orthographié. Dans le duplex, une routine fleurit. Des pancakes le matin qu'Étienne retourne lui-même. Les listes de Maya aimantées au frigo comme des vœux. Les rires des jumeaux ricochant dans le couloir. Un après-midi, Étienne trouve un mot écrit de la main soignée de Mia. La confiance est un verbe. Aujourd'hui, nous l'avons pratiqué. Il le garde dans son portefeuille. Le printemps s'appuie contre les vitres, non seulement par la température, mais dans la façon dont tout semble s'ouvrir. L'air paraît légèrement différent. La ville moins tranchante sur les bords. Et pour la première fois, depuis ce qui lui semble des années, Étienne entre dans un espace public, sans se préparer à l'impact. Le centre communautaire de quartier parisien n'est pas grandiose par conception. C'était autrefois un gymnase de lycée en faillite, mais aujourd'hui, il abrite quelque chose de sacré. Le tout nouveau laboratoire de robotique, Caleb Lefebvre, résonne de rire et d'émerveillement discret. Un garçon serre une prothèse de bras, imprimée en 3D, qui claque lorsqu'il salue Maya. Une femme qui a appris à coder à 35 ans fait une démonstration aux côtés de sa fille. Et puis, il y a Étienne, debout à un modeste podium, dépouillé de tout apparat, remerciant les gens que son monde avait autrefois négligés. « C'est vous qui avez construit cela, dit-il, dans le micro voix posée. Nous avons juste cessé de prétendre que nous l'avions fait seuls. » Le public applaudit, mais ce n'est pas machinal. C'est plein entier. Ils n'applaudissent pas un homme qui reprend son image. Ils reconnaissent quelqu'un qui est enfin venu les voir. Maya observe depuis le fond, sa main posée sur la poussette d'Olivier, les larmes suspendues à ses cils, comme des prismes de verre qui réfractent la lumière. Plus tard dans la semaine, Étienne ne choisit ni conférence de presse, ni gros titre. Il demande plutôt à Mia de le rejoindre dans le bureau de son avocat, une petite pièce au mur, au ton chaud, et un seul vase de tulipes sur l'appui de fenêtre. Pas de discours préparé, juste un dossier avec une page de signature et une question qui grandissait en lui comme une gravité. « Je veux que tu sois leur tutrice légale, dit-il. Pas par obligation. Pas parce que tu les as sauvés, ni parce que tu m'as sauvé. Mais parce que je sais que tu ne le verrais jamais, comme un sauvetage, juste comme de l'amour. » Maya le fixe le papier tremblant légèrement dans ses mains. Étienne commence-t-elle la voix épaisse de stupeur. « Tu ne me dois pas ça. » Il se penche en avant. « Je sais, c'est pour ça que c'est réel. » Pendant un long instant, elle ne parle pas. Puis ses yeux brillent, et elle dit à peine au-dessus d'un souffle, « Oui, ce n'est pas crier, pas jouer. C'est le genre de oui qu'on prononce quand le monde s'arrête de tourner, ne serait-ce qu'un instant. » L'avocat hoche la tête et les laisse seuls.
Maya essuie ses yeux riants à travers ses larmes. Caleb aurait aimé ça, dit-elle doucement. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est mérité. Étienne ne répond pas tout de suite, mais ses yeux le font. Ce soir-là, de retour au duplex, quelque chose de petit mais d'énorme se produit. Olivier lâche la table basse et s'avance en titubant, comme une idée neuve vers le centre du salon. Eva, déterminée à ne pas rester en arrière, rit et chancelle à sa suite. Il s'écrase dans les bras ouverts de Maya avec l'enthousiasme que seuls des tout-petits peuvent manifester. Une joie si pleine qu'elle ressemble au vent. Étienne regarde la scène se dérouler depuis le couloir, la main sur la bouche, puis éclate d'un rire si soudain, si désarmé, qu'il s'en étonne lui-même. Ce n'est pas un son social, c'est une réparation. Un son qui gratte la rouille à l'intérieur de ses côtes. Maya lève les yeux, les cheveux à moitié défaits de sa queue de cheval, et lui sourit. « Tu as vu ça, hein ?» demande-t-elle encore, essoufflée, serrant les jumeaux. « Oui », répond-il en s'approchant. Chaque seconde. Ils s'assoient ensemble sur le sol un moment, dans le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli s'enroulant autour d'eux. Étienne prend un des hochets des jumeaux, puis le repose. « Je pensais autrefois que construire signifiait courir après la croissance, dit-il. Maintenant, je crois que ça signifie se montrer chaque jour. » Maya lui touche le bras. Alors, nous construisons. Au matin, une nouvelle liste apparaît sur le frigo, coincée entre une pièce de puzzle alphabétique et un clip de tétine. Elle est plus courte que d'habitude, mais cette fois, elle commence différemment. Olivier Ava Maya. Sous ses prénoms, dans l'écriture carrée et reconnaissable d'Étienne, une seule ligne est soulignée une fois. Nous construisons la sécurité d'abord. Il n'y a pas de place pour l'interprétation, pas de formule habile ni de slogan. C'est un vœu aussi solennel que ceux qu'il avait prononcés dans des salles de conférences de marbre. Maya ne commente pas quand elle le voit. Elle ajoute simplement un petit post-it à côté où il est écrit « Et ensuite, nous construisons la joie ». Les rituels qu'il traversait autrefois maladroitement se déroulent désormais avec rythme. Les pancakes du matin ne brûlent presque plus. Les histoires du soir qu'Étienne mémorise sans le vouloir. Et les jeux de rangement de jouets qui se transforment en bataille de chatouilles. Isabelle passe une fois avec une bouteille de vin et dit « Votre chaos est étrangement bien géré ». Étienne se contente de lui faire un clin d'œil. Le duplex a toujours ses surfaces lisses et ses murs de verre, mais il respire autrement. L'espace qui paraissait stérile abrite maintenant des échos de pas des mots mal prononcés et des berceuses fredonnées entre sanglots et éclats de rire. Ce n'est pas un détour. C'est la destination qu'aucun d'eux n'aurait pu tracer seul. Publiquement, Hale Logistics continue d'évoluer. Isabelle lance une campagne intitulée « Nommer pour changer », invitant les travailleurs du pays à partager les noms des personnes affectées par les négligences passées. Étienne organise de petits dîners privés, non pas avec des investisseurs, mais avec des chefs d'équipe d'entrepôt et des consultants en sécurité. Les jumeaux font une apparition surprise lors d'une réunion virtuelle de l'entreprise, babillant devant la caméra, pendant qu'Étienne parle de changement de culture. « Si cela ne leur sert pas, dit-il, en désignant les tout-petits, cela ne sert à personne. » Maya le regarde plus tard sur son téléphone en promenade écouteur, dans les oreilles poussant la poussette dans une rue calme de quartier parisien. Elle sourit à l'écran, non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est réel. Elle s'arrête à un coin de rue et lève les yeux vers un immeuble. De nouveaux échafaudages montent. Une femme en casque rit, tandis qu'un homme tient les plans à l'envers. Maya pense à Caleb, non pas comme un fantôme, mais comme un commencement. Elle murmure « Tu aimerais ça, n'est-ce pas ?» et presse un baiser contre sa paume avant de reprendre la poussette. La ville bourdonne non plus de menaces, mais d'espoir.
Le printemps s'invite aux fenêtres lors d'une petite cérémonie dans un centre communautaire de quartier parisien, désormais rebaptisé Laboratoire de robotique Caleb Lefebvre. Étienne remercie des gens qu'il avait autrefois payés pour rester invisibles. Dans le bureau de son avocat, entouré de fleurs, il demande à Maya d'être la tutrice légale des jumeaux, s'il lui arrivait quelque chose. Pas comme une dette, mais comme la reconnaissance de la famille qu'ils étaient déjà devenus. Elle dit oui, avec des larmes qui brillent, comme des étoiles minuscules. Ce soir-là, Olivier traverse le salon pour la première fois. Eva sur ses talons, et il se jette dans les bras ouverts de Maya, tandis qu'Étienne éclate d'un rire qui semble réparer quelque chose de très ancien. Sur le frigo, une nouvelle liste commence avec 3 prénoms. Olivier, Ava, Maya. Et en dessous, en lettres capitales d'Étienne, une seule promesse. Nous construisons la sécurité d'abord. Le duplex qui autrefois contenait des cordes contient désormais des vœux, et la ville au dehors ressemble moins à un jugement qu'à une possibilité.